Bonjour à tous, j'enregistre cette vidéo le 23 octobre, j'insiste bien sur le 23, parce que vous allez voir, il y a plein de coïncidences ou de sérendipité pour franciser un terme anglo-saxon. Alors, le film dont je vais vous parler, c'est Entre deux rives, une rencontre hors du temps, avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Je l'ai vu hier pour la première fois. Le réalisateur, c'est Alejandro Agresti, qui est argentin, qui s'est ensuite installé aux États-Unis. On voit ici, en 2006, il a réalisé Entre deux rives. Et ce qui est intéressant, on va aller très loin, hein, vous allez voir, tout est connecté dans cette vidéo. Les seules distinctions qu'il a eues, c'est le prix du jury au Veau d'Or en 1988 et le Veau d'Or pour le meilleur directeur. Alors le Veau d'Or, c'est une distinction qui est remise en Hollande. Voilà, c'est Gouden Kalf Best Regie, c'est les Veaux d'Or du Festival du cinéma néerlandais. Et c'est extrêmement intéressant, vu la thématique de la vidéo et vu tout ce dont je vais parler. Bien sûr, le Veau d'Or, ça nous fait penser à cet épisode de la Bible. Donc Aaron fondit les bijoux en or du peuple hébreu pour en faire un veau d'or qu'il commence à adorer, imitant ainsi le culte du taureau Apis vénéré en Égypte. Voilà, le culte du taureau Apis, qui était vénéré comme un symbole de la vie et de la renaissance. Renaissance. Vous verrez plus tard pourquoi ça a une importance. Et à la fin de son existence, il était assimilé à Osiris, le dieu funéraire. Alors, pour moi, le culte d'Apis est à relier directement, enfin par la suite s'est transformé jusqu'à l'époque romaine en mitraïsme. Hein. Je rappelle que dans le culte de Mitra, le dieu métamore un taureau afin de permettre la régénération du monde. C'est un culte à mystère. Donc je rappelle, régénération, et ici Apis était vénéré comme un symbole de la vie et de la renaissance. Je continue. L'incarnation physique d'Apis était vénérée dans tout le pays sous la forme d'un taureau. Il était alors conduit à Memphis et gardé dans un apieum. Alors, Memphis, une des capitales de l'époque de la Basse-Égypte, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle un des deux termes du rite maçonnique de Memphis-Mizraïm, d'ailleurs, pour lequel il y a eu une fusion. Mais il y avait bien un rituel à la base de Memphis et un autre de Mizraïm. Donc c'est des rites dits égyptiens de la maçonnerie. On verra plus tard tout ce que le film dont on parle a de références maçonniques. Donc très intéressant ici, on nous dit que le taureau continue à recevoir un culte après sa mort sous la forme du dieu Osiris Apis, que les Grecs assimilèrent au dieu Sarapis. Autre chose très intéressante aussi, à la Renaissance, Apis devint un symbole de la matière alchimique. Mayer écrit en 1614, « Ce bœuf noir est un hiéroglyphe. C'est le caractère indubitable de la vraie et unique matière philosophique. Le bœuf est la représentation visible et accessible aux sens d'Isis et Osiris. » Alors, je vais tout de suite en venir à ce petit passage de la Bible dans mon montage qui est issu d'une photo d'une boutique. Petit clin d'œil à Frater 7. Et je me suis dit, tiens, mais c'est un passage de la Bible, ça. C'est une boutique qui s'appelle Énigme 23, 23 Enigma. Et oui, on va aussi beaucoup parler du 23. Et juste, remémorez-vous ça. Le bœuf est la représentation visible et accessible au sens d'Isis et Osiris. Donc si on nous dit qu'il y a des choses visibles et accessibles au sens, ça veut dire qu'il y a aussi le monde invisible qui n'est pas accessible directement au sens, comme la vue, le toucher, l'ouïe, etc. Donc ce qui est marqué sur ce petit parchemin, c'est « Look not at the things seen, but at things unseen. For the things seen are temporal, but things that are unseen are eternal. » C'est une citation très connue tirée de la Bible, du Nouveau Testament, 2 Corinthiens 4, 18, verset 4-18. En français, la traduction la plus courante est « Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Alors, vous allez voir plus tard pourquoi je vais parler de cette boutique 23 Enigma, et du nombre 23 également, mais quelque chose me vient à l'esprit en lisant ce passage,
les choses visibles sont passagères. Je vais vous remettre cet extrait, encore une fois, une énième fois de plus, des Compagnons d'Éleusis, la série que je vous avais fait découvrir, tirée du roman et du scénario d'Alain Page. Et ce passage nous dit: les gens vont et viennent dans la vie, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont que les formes des choses. Et il en sera ainsi longtemps encore. Qui êtes-vous? Un passant. Tous ces gens qui vont, qui viennent, avec leurs soucis, leurs espoirs, et qui ne savent pas. Que devrait-il savoir? Qu'ils ne sont que l'apparence des choses, et qu'il en sera ainsi longtemps encore. Et bien sûr, encore une fois, parce que j'avais dit dans une autre vidéo, ça me rappelle aussi ce passage du film très curieux et incroyable Paris n'existe pas de Robert Benayoun, assez difficile à trouver, dans lequel, figurez-vous, joue Serge Gainsbourg. Et je vous avais sorti une vidéo qui parlait en partie de ce film, mais il y avait plein de passages qui étaient coupés, puisque ce film, comme par hasard, est bloqué sur YouTube. C'est-à-dire qu'il ne monétise même pas le film, non, il est bloqué. Et dans les passages que vous ne voyez pas, je disais que à un moment, il montre une statue d'Osiris, qui a bien une tête de faucon, hein, si je me trompe pas. Et c'est Gainsbourg qui nous montre ça. Et je montre que Gainsbourg est initié dans le film et nous parle de cette boucle temporelle. Et le film Paris n'existe pas nous dit que nous passons, nous humains. Le temps ne passe pas. Et que en fait, les différentes époques, ce qu'on appelle les époques, se superposent les unes aux autres pour que visuellement ça soit cohérent pour nous. Mais qu'en réalité, tout existe en même temps. Rien de tout ça n'est mort. C'est une réalité qui s'ajoute à la nôtre. Elles coexistent toutes les deux. Dans l'analyse que j'avais faite de ce film, Paris n'existe pas, je disais qu'il y avait un lien entre le surréalisme et l'ésotérisme et l'occultisme. Et que là aussi, est-ce que ça pourrait être des références maçonniques, mais de type rite égyptien, puisque le personnage que joue Gainsbourg dans le film nous parle de choses très mystérieuses, presque alchimiques, en nous montrant à un moment donné cette statuette d'Osiris, et en nous parlant de la boucle de la vie. Enfin, tout ça, je vais démontrer en quoi tout ça était maçonnique, possiblement, hein, une des interprétations. Et c'est la raison pour laquelle, ici, dans ce film qu'on va analyser aujourd'hui, donc Entre deux rives, il y a beaucoup de symbolique maçonnique, mais j'ai l'impression que ça fait référence au rite plutôt égyptien, la maçonnerie égyptienne. Donc Alejandro Agresti, qui a eu 2 distinctions, c'était à la cérémonie du Veau d'Or, eh bien c'est ironique parce que ce film Entre deux rives, qui s'appelle The Lake House en américain, il est sorti initialement, donc c'est la première sortie qui compte, hein, aux États-Unis le 23 juin 2006, comme vous voyez ici. Donc le 23, on va en parler dans ce film, l'énigme du nombre 23. Mais 23, 2 fois 3, ça fait quoi? 6. Et on peut dire aussi que 3 divisé par 2, ça fait 0,666. Bref, dans tous les cas, on a un 6. Plus le 6 du mois de juin, 06, plus le 6 de 2006, on peut dire qu'on a 666. Et en plus, on a le 23. Alors, pour que vous compreniez bien la suite logique de mes idées dans la vidéo, je vais enchaîner directement avec ce nombre 23 et la ville de Chicago. Donc, le film se passe à Chicago. Ici, on a quelques vues de l'architecture de Chicago. Et d'ailleurs, ici, on le verra plus tard, on a cette créature ailée, symbole du temps qui passe, mais qui peut aussi se régénérer. Quand on retourne le tablier, ce qui était en bas est alors en haut. Et ça nous rappelle tout de suite quoi? Quelque chose dont je vous ai parlé très souvent. As above, so below, et inversement. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, d'Hermès Trismégiste. Et si vous retournez le sablier à chaque fois avant que tout ne se soit écoulé, eh bien, vous créez une sorte de cycle infini. Hein. D'ailleurs, quand on y pense, un sablier, ça peut aussi avoir la forme d'un 8 renversé, et le 8 qui peut aussi être la forme de l'infini, une boucle qui ne finit jamais. Bref, on voit ici, et dans les crédits de fin du film, il remercie la ville de Chicago, donc que le film se passe à Chicago. Et alors, Chicago, pour moi, a quelque chose avec le nombre 23. Je vous avais parlé dans une vidéo, je me souviens même plus laquelle c'était, et je parlais du nombre 23.
On pense bien sûr aux Chicago Bulls, puisque Michael Jordan portait le numéro 23. Regardez ici sur cette photo assez rare, les deux jeunes hommes font une espèce d'angle et pointent vers le haut avec leurs doigts, ce qui peut former une sorte de pyramide. Ici, une autre photo de Michael Jordan. Si on penche un petit peu la photo, on voit que la lumière du soleil forme sur son visage, qui est ombragé par le reste, eh bien une pyramide, et avec l'œil qui vient dans le sommet de la pyramide. Et puis je parle pas d'autres joueurs des Chicago Bulls, comme Derrick Rose, qui a plein de tatouages dits Illuminati sur son... Mais alors, ce qui est dingue pour aller plus profondément là-dedans, c'est que le maillot numéro 23 était officiellement retiré donc, par les Chicago Bulls le 1er novembre 1994. Ce qui veut dire que personne ne portera plus jamais ce numéro pour l'équipe, ce qui le sanctuarise à jamais. Il est suspendu au plafond du United Center. Donc là aussi, retenez bien ce terme d'unifié, le centre unifié, parce qu'on parlera tout à l'heure du One World Trade Center. Donc à l'extérieur du United Center, il y a la célèbre statue de Michael Jordan qui le représente en plein vol. Un peu comme, je sais pas, comme Icare. Hein. Comme Icare qui d'ailleurs, dans la légende, s'approche trop près du soleil, donc aussi de la vérité, et ses ailes brûlent, ses ailes en cire brûlent, et donc il chute, un petit peu comme Lucifer, il chute sur le sol. Et quand on regarde cette photo d'ailleurs de Michael Jordan, soit le photographe, soit lui-même a bien compris l'obsession maçonnique avec la lumière et les ténèbres, puisque Christopher Plummer va nous en parler plus tard dans le film. Mais en gros, lui, là, il nous dit bien sur cette photo, je ne reçois la lumière que partiellement. La lumière, la connaissance, je la reçois que partiellement parce que j'ai cette humilité. Bref, vous voyez, enfin, on peut aller loin. Donc, le Michael Jordan Icare, il se brûle les ailes, il veut dire aussi, avec cette photo, je sais bien que je reçois la connaissance, mais que j'ai aussi hérité de mon ignorance en tant qu'humain. Et je ne sais pas tout. Ce qui lui évite donc, en volant, de brûler ses ailes comme Icare. Mais il y a d'autres choses entre le nombre 23 et la ville de Chicago. Michael Jordan, c'est pas le seul Hall of Famer de Chicago qui a porté ce numéro. On a aussi Ryne Sandberg, en baseball, qui fait partie des Chicago Cubs. Et c'était avant même que Michael Jordan ne devienne une superstar mondiale, le numéro 23 était déjà celui de Ryno Sandberg, le légendaire deuxième but des Chicago Cubs. Donc il a joué de 82 à 97. C'était le meilleur joueur de la Ligue nationale en 84, 10 fois All-Star, 9 Gold Gloves. Et ce qui est étonnant, c'est que son numéro 23, lui, a également été retiré par les Cubs en 2005, faisant de lui un des rares joueurs de l'histoire du club à recevoir cet honneur. Le 23 est donc sacré pour deux équipes majeures de la ville, donc les Cubs et les Chicago Bulls avec Michael Jordan.
Mais c'est pas tout. On a aussi Devin Hester en foot américain chez les Chicago Bears. Figurez-vous que ce numéro 23 qui est Hester, eh bien les Chicago Bears l'ont honoré le 23 avril 2018 au Halas Hall. Je reviens aux Chicago Bulls. On parlait tout à l'heure du rythme mitraïque et aussi du taureau Apis et du veau d'or. Bref, quel est l'emblème des Chicago Bulls d'ailleurs? C'est un taureau. Mais revenons à notre veau d'or, à nos moutons. Devin Hester donc a été considéré comme le plus grand spécialiste des retours de beauté de l'histoire de la NFL, du football américain. Jason Kelce, un joueur, avait répondu en interview « Mec, tous ces milliardaires et ces propriétaires dans la pièce, je sais pas si les Illuminati existent, mais cette réunion, ça y ressemblait. » Donc, et Devin Hester a électrisé les foules de Chicago en portant le numéro 23. Donc on a véritablement 3 personnalités du sport qui avaient le numéro 23. Mais ça s'arrête pas là, parce que le nombre 23 a une présence physique dans la ville aussi. Qu'est-ce qui est situé dans la 23e rue de Chicago? Eh bien, c'est une artère importante du sud de la ville, et elle traverse des quartiers clés et passe juste à côté de sites majeurs comme le McCormick Place, le plus grand centre de convention d'Amérique du Nord. Et la Wintrust Arena, où jouent donc les équipes de basketball des Chicago Sky, WNBA, et la DePaul Université. Donc ouais, le chiffre 23 et la ville de Chicago, on a une grosse correspondance. Et je voulais juste ajouter aussi qu'à Chicago, il y a pas mal de fraternités et sororités grecques qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils reprennent toujours comme nom des chiffres grecs du genre bêta, kappa, etc. ou des lettres. Et je m'étais rendu compte, il y avait beaucoup de ces fraternités sur les photos de classe et tout. Regardez, on a toujours ce symbole de la pyramide comme ça, qui est formé par les élèves. Alors ici, c'est très parlant, hein. Alors ici, je dois préciser que c'est pas une équipe de Chicago, c'est une équipe Université de Pennsylvanie qui n'est pas très loin de l'Illinois, mais on va dire que Philadelphie, par exemple, la ville principale de Pennsylvanie, a un passé maçonnique très important aussi, hein. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Donc là, je suis très honnête, et c'est pas une sororité de Chicago, mais de Pennsylvanie. Mais voilà, on a très souvent ce genre de signes que font les filles dans les sororités, même plus que les garçons d'ailleurs, dans les fraternités étudiantes. Alors on va rentrer un petit peu dans ce film qui est sorti donc aux États-Unis le 23 juin 2006. Alors là, ça nous parle d'architecte et de lumière. Qui est l'architecte? Oh, à nouveau. La lumière inonde. C'est quoi comme matériau? Donc directement référence maçonnique, puisque déjà le terme de maçonnerie est un terme aussi de construction, hein. Un maçon, c'est celui qui jointe les murs, qui assemble les pierres pour participer à la construction du temple. Et donc évidemment en maçonnerie, on pense à la construction du temple de Salomon. Alors, ici on a Christopher Plummer, donc l'acteur à droite, on en reparlera plus tard parce qu'il joue dans beaucoup de films maçonniques. Il parle de Barcelone. Oui, j'aime. Dis-moi, la dernière fois que tu étais à Barcelone, c'était quand? Je vous avais fait une vidéo dans laquelle je m'attardais sur la ville de Barcelone parce que je parlais du film, je crois que c'est La Trahison, de Luma, un obscur film dont je me suis rendu compte que ça parlait en fait de l'affaire Epstein et de l'affaire Jean-Luc Brunel. Bref, et on a tout un passage qui est filmé dans le parc Güell, hein, c'est ça, à Barcelone. Je mettais plus de détails dans cette vidéo, mais rapidement, Güell était probablement franc-maçon, donc Barcelone, c'était une ville dans laquelle il y avait pas mal de francs-maçons, ce qui était assez exceptionnel en Espagne, puisque c'était un pays très catholique. Et Güell connaissait très bien Gaudi, qui lui a fait construire la Sagrada Familia
Et ce qui est très intéressant dans la Sagrada Familia, c'est qu'il l'a construite en sachant très bien, même en souhaitant qu'elle ne soit jamais achevée, un petit peu comme le temple de Salomon en maçonnerie. C'est-à-dire cette volonté en fait de perfectionnement perpétuel, très symbolique, et la Sagrada Familia n'est toujours pas terminée, hein. Il y a toujours quelque chose qui est rajouté, où la construction est en train de se développer. Ça fait plus de 100 ans que Gaudi est mort, en tout cas. Et voilà, certains disent que Gaudi était très certainement franc-maçon, ou était très proche des francs-maçons. Donc, étant donné que les références que Christopher Plummer va faire sont très maçonniques, on se dit, tiens, pourquoi il nous parle de Barcelone ? Bah, parce que Barcelone, il y a une grosse symbolique maçonnique aussi, dans l'art. Et puis cette Sagrada Familia qui est en fait le temple inachevé en perpétuelle construction. Et d'ailleurs Sagrada ça veut dire quoi ? Est-ce que Familia, la famille sacrée, c'est ça que ça veut dire ? Ça pourrait aussi être la grande fraternité universelle ou vous savez la grande fratrie mondiale quoi. On continue. Il reçoit la même lumière. Mayer a conçu un certain nombre de plafonds diffusant de sorte qu'il capture cette lumière et qu'elle s'écoule à l'intérieur pour illuminer toutes les œuvres d'art, mais indirectement, ce qui est vraiment important. Parce que, bien que la lumière mette l'art en valeur, elle le dégrade également. Alors, très intéressant, je viens de faire le lien tout de suite. Il parle de Mayer, un architecte qui a réalisé un bâtiment à Barcelone. Mayer. Tenez, vous vous souvenez au début de la vidéo ? Je vous parlais de ce Mayer, un alchimiste, parce qu'on parlait du culte du taureau Apis. Et Mayer écrit en 1614 « Ce bœuf noir est un hiéroglyphe, c'est le caractère indubitable de la vraie et unique matière philosophique. Le bœuf est la représentation visible et accessible au sens d'Isis et d'Osiris. » Alors là aussi, encore un symbole maçonnique. Je rappelle qu'Isis, suite au démembrement d'Osiris, a passé le restant de sa vie à aller collecter les morceaux restants de son mari, Osiris, dans toute l'Égypte, et probablement dans le monde entier. Donc elle a réuni ce qui était épars, qui s'est transformé dans la maçonnerie, qui est venu après ces cultes d'Égypte antique. On peut dire qu'Isis, avec son fils Horus, sur certaines représentations, c'est la Vierge à l'enfant. Et je vous avais parlé de la cathédrale Notre-Dame, qui serait bâti sur un ancien temple de culte à Isis ou culte à Osiris. Mais très intéressant aussi le caractère universel du catholicisme. Si on reprend la symbolique d'Isis et d'Osiris, réunir ce qui était séparé, ce qui était épars. C'est aussi le Solve et Coagula des alchimistes. Donc là, vous vous souvenez, je vous parlais à propos de ce culte d'Apis, le taureau. On avait cet alchimiste Mayer, donc qui était conseiller de l'empereur romain germanique Rodolphe II de Habsbourg. Et lui, Christopher Plummer, il nous parle d'un certain Mayer. Mayer a conçu un certain nombre de plafonds diffusant de sorte qu'il capture cette lumière et qu'elle s'écoule à l'intérieur pour illuminer toutes les œuvres d'art. Alors, là, il dit plusieurs choses intéressantes. Il parle d'œuvres d'art. Donc, tout ce que je dis, évidemment, faut prendre ce qu'il dit, cet acteur, dans un film de fiction. Faut le prendre dans un sens allégorique. Celui qui écrit les dialogues du film, il peut très bien vouloir parler subliminalement aux gens d'un autre type de symbolique, ou alors parler directement aux initiés, allez savoir, mais sous le prétexte, évidemment, d'un dialogue qui fait sens aussi à un premier niveau. Bon. Et donc, il parle d'œuvres d'art. Et on parlera d'art au sens très large, puisque dans le film, on va s'apercevoir qu'il y a aussi cette symbolique. Mais on peut aussi se rappeler que l'art royal est une expression fondamentale en franc-maçonnerie, désignant à la fois une tradition ancienne et une démarche spirituelle profonde. Ce terme d'origine alchimique évoque la réalisation du grand œuvre. Il est défini comme l'art de faire de l'or à partir de n'importe quel métal, y compris le plomb enténébré, symbolisant la purification et la régénération de l'âme. Cette transformation intérieure passe par plusieurs étapes symboliques. La putréfaction, œuvre noire ou négredo, la résurrection, œuvre blanc ou albédo, et la rectification aboutissant à l'œuvre rouge, rubédo, qui représente la perfection spirituelle. Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit que
quand Notre-Dame avait été réouverte et qu'il y a eu la cérémonie, là c'était il y a un an à peu près, en octobre 2024, si je dis pas de bêtises, eh bien pour moi on en était au stade de l'œuvre au blanc, hein, Albedo, la résurrection. La putréfaction, en fait, c'était quand la cathédrale avait été brûlée. Bref, on va pas s'étendre, mais l'art royal est étroitement lié à la géométrie, considérée comme la science fondamentale qui enseigne à mesurer la Terre et toutes les choses, qui est à l'origine de la maçonnerie. Et c'est intéressant dans ce film Entre deux mondes, où le père, Christopher Plummer, qui joue aussi dans plein d'autres films maçonniques, et donc les deux fils, ils sont tous architectes. Alors, on va lire encore ce passage, hein, parce que c'est intéressant. Le symbole visible est la porte de l'invisible, et l'usage du symbole accompagné de la pratique rituelle permet une introspection profonde et une recherche de la vérité. Vous vous souvenez, on parlait de visible et d'invisible. Combiner totalement des mondes visibles et invisibles. Notamment avec ce petit passage de la Bible, hein, je répète, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, version Louis II du Nouveau Testament, 2 Corinthiens, verset 4-18. Et juste pour finir avec cette petite parenthèse, hein, l'art royal, enfin, on a aussi l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, qui est une obédience récente de la franc-maçonnerie française. Alors ici, j'ai mis un petit visuel quand il parle du temps. Ça m'a fait penser à un autre plan du film où il nous montre des vues de Chicago, le réalisateur, et on a un zoom sur ce sablier. Oui, alors, je voulais revenir sur ce que disait Christopher Plummer. Il parlait de la lumière qui arrive indirectement sur les murs pour éclairer les œuvres d'art. Diffusant de sorte qu'il capture cette lumière et qu'elle s'écoule à l'intérieur pour illuminer toutes les œuvres d'art, mais indirectement, ce qui est vraiment important. Et ça, c'est très important aussi en maçonnerie, c'est de recevoir la lumière indirectement, même dans leur symbolique à eux, parce que la lumière initiale, la lumière première est considérée comme trop violente. Donc, et la vérité aussi, donc, hein, et la connaissance est trop violente pour l'homme qui n'y est pas habitué ou initié. Et si on prend l'analogie du soleil et de la lune... La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la tour qu'on fait, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et aujourd'hui, le soleil, rendez-vous avec la lune. Pour moi, c'est une chanson initiatique. La lune, en fait, nous renvoie une réverbération de la lumière du soleil. Et la lune, c'est le féminin, l'occulte, mais continuons. On sait parfaitement tous les deux que la lumière à Barcelone est tout à fait différente de la lumière à Tokyo. Et que la lumière de Tokyo est différente de celle de Prague. Une véritable grande, belle structure conçue pour résister aux affres du temps. Ne méprise jamais son environnement. Un architecte digne de ce nom en tient compte s'il veut obtenir une facture présente. Il faut qu'il respecte la nature. Il doit se sentir captivé par la lumière. Toujours la lumière. Toujours. Captivé par la lumière. Toujours la lumière. Ce fondu enchaîné avec l'œil coquin de Christopher Plummer, l'air lourd de sous-entendu, ça vous rappelle pas un fondu enchaîné aussi que je vous avais montré dans Benjamin Gates? Un trésor qui dépasse l'imagination. Alors, il y a plusieurs choses ici. Ça nous rappelle Goethe, hein, qui sur son lit de mort s'est exclamé Merlicht, plus de lumière. Goethe, qui je le rappelle, a été franc-maçon et surtout illuminé de Bavière également. Mais en tout cas, à la fin de cette séquence, on a... Alors, déjà, il y a quelque chose de subtil. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ça fait partie des techniques des réalisateurs. Quand ils veulent attirer votre attention sur ce que dit un personnage, on a un zoom progressif, presque imperceptible, sur son visage. C'est vraiment un zoom très très lent, mais regardez. Au début, on en est là, et à la fin, on est ici. Et cette façon de zoomer presque imperceptible, c'est vraiment pour capter votre attention. Et à la fin, Christopher Plummer, il prend son air finaux, là, avec toute cette diatribe, enfin cette symbolique maçonnique,
Et il parle de lumière, et puis on a un plan, un fondu sur l'abat-jour qui éclaire. Et puis on a quand même son œil qui vient dans le rayon du... Et ça, c'est à mettre directement en rapport avec la séquence que je vais vous mettre juste après, du film Benjamin Gates et le trésor des Templiers, où on a le même acteur, Christopher Plummer, qui nous fait aussi une diatribe à multiples sens cachés, mais maçonniques, et qui nous parle d'ailleurs aussi, on a un fondu avec une pyramide égyptienne derrière. Ce qui pourrait aussi nous prouver, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est surtout de la symbolique de la maçonnerie égyptienne. Alors, toute maçonnerie est égyptienne dans les symboles, mais je veux dire, il y a aussi la maçonnerie égyptienne qui est plus profonde, peut-être plus occulte que les autres types de maçonnerie. Et qui peut-être s'occuperait des choses comme la recherche de la quête de l'immortalité, la régénération, la renaissance, etc. Tout ce qu'on a vu au début de la vidéo tirait donc du savoir égyptien, hein, notamment la croix d'Ankh, hein, qui représente cette immortalité. Donc tant qu'on y est sur cet acteur Christopher Plummer, un acteur canadien qui très souvent joue des personnages énigmatiques avec de grosses connaissances en occultisme, il joue aussi dans le film Harrison Bergeron, hein, dont je vous avais fait les sous-titres il y a des années. Donc c'est un peu le chef de cette élite d'une société en fait qu'ils veulent contrôler. Et pour cela, en fait, ils endorment les gens électroniquement et ils les maintiennent dans la médiocrité, alors que eux-mêmes sont autorisés, les élites, eh bien, à briller secrètement, chacun dans leur domaine. Et on a encore ce Christopher Plummer qui joue le directeur de cette élite. Et à un moment donné, je vous avais montré, enfin, on a des pyramides en arrière-plan aussi, qui sont assez fréquentes. Bonjour, monsieur Wyler. Bonjour, monsieur Wyler. Bonjour. Bonjour, Monsieur Wyler. Monsieur Wyler. J'ai manifestement laissé partir mon inspiration vers la métaphore de la fugue, de la boucle. Alors, vous vous souvenez, je vous parlais d'art royal, qui peut être vu comme la maçonnerie. Et ici, dans ce plan, à l'arrière-plan, là, il y a 3 lettres qui sont d'une couleur différente, qui forment le mot art. Et le réalisateur s'attarde là-dessus. Vous savez, c'est jamais un hasard quand le cadreur d'un plan fait un plan comme ça, où il y a l'affiche entre les deux. C'est pour que notre subconscient, enregistre une chose. Alors vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de focus sur l'affiche, c'est un peu flou. Ouais, mais c'est pas ça l'important. L'important, ce que votre œil retient, c'est art qui est marqué derrière. Et on va revenir dans la séquence au plan d'avant. Il y a des choses un peu mystérieuses sur le tableau. On dirait la tour de Babel là, derrière, sur le tableau. Et ici, il passe devant, je sais pas si c'est la représentation du Parthénon, dont les plans d'architecture en fait seraient basés sur la structure du carré long. Hein. Un carré long, c'est pas exactement un rectangle, mais il est défini d'après le nombre d'or, Pythagore, tout ça. Et juste avant, on a cette forme qui peut rappeler aussi un coquillage. Coquillage d'ailleurs dont les proportions sont parfaites. Et j'ai un livre d'ailleurs sur ça qui parle du nombre d'or qui est partout dans la nature en fait, qui se trouve dans toutes les proportions. Donc là en fait en quelques secondes, on a toute la signification un peu maçonnique de l'art de l'architecture et de la géométrie. Hein. Et hop, on finit sur ce plan avec marqué art. Mais n'oubliez pas que comme on nous parlait de lumière, etc. maçonnique, on nous parle aussi de l'art royal. Hein. J'ai manifestement laissé partir mon inspiration vers la métaphore de la fugue, de la boucle. Donc cet architecte, il dit à Christopher Plummer, j'ai laissé partir mon inspiration sur la boucle. Alors c'est vraiment cette boucle dont nous parle Gainsbourg dans le film Paris n'existe pas, etc. Nos perceptions vont, viennent et s'assemblent en un nombre infini de combinaisons. Le temps est peut-être une spirale, une succession infinie de séries que nous combinons à notre guise. C'est ce ruban de Mobius, hein, finalement, on s'aperçoit que la face est la même. Hein, d'ailleurs, le noir, le blanc, est-ce que ça n'est pas les deux faces d'un même ruban, par exemple ?
On passe du noir au blanc, en fait. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Est-ce que ça représente aussi l'immortalité de l'âme? Enfin, en tout cas, il parle de cette boucle. Et il fait référence à la fugue. Alors, si je dis pas de bêtises, en musicologie, la fugue, par exemple, celle qu'ont écrit Bach, c'est une forme musicale qui en fait reprend en canon, et c'est presque de la géométrie musicale d'ailleurs, hein, reprend en canon la même phrase musicale, mais dans d'autres octaves ou à l'envers, etc. C'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, bien sûr, hein, c'est le moment où se développe une forme similaire en fait musicale. Par exemple, pam pam pam. Et à un moment, ça va faire pam 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 pam. Et en fait, ça commence à s'entrecroiser. Les motifs musicaux commencent à s'entrecroiser, mais sont similaires. Voilà, je sais pas si j'explique ça bien. Alors ici, très intéressant parce qu'on est dans le cabinet d'architecture et ça semble anodin, sauf qu'en fait, je me suis dit, mais tiens, elle me dit quelque chose cette tour. Et en fait, vous voyez les pans coupés là, comme d'ailleurs une pyramide inachevée, hein, ce qui est très maçonnique tout ça, ou un temple inachevé. Les pans coupés là, c'est exactement ceux du One World Trade Center que je vais essayer de vous trouver en photo. C'est-à-dire le building qui était construit à la place des World Trade Center qui ont été détruites le 11 septembre 2001. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ici que la construction des bases du One World Trade Center et de ses fondations a commencé le 27 avril 2006. Or, le film dont on parle est sorti dans les salles le 23 juin 2006, donc même pas un mois après ça. Sauf que, comme je dis toujours, le tournage des scènes d'un film sont tournées peut-être 1 an, 2 ans avant la sortie du film. Donc la question c'est comment ils savaient dans le film ce que serait le One World Trade Center. Parce que évidemment, enfin, on comprend que c'est ça dont on fait référence. Parce que je trouve que c'est assez maçonnique aussi. La symbolique du One World Trade Center, puisque One World, ça veut dire un monde unifié. Hein. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le World Trade Center. Enfin, les anciens, là, je parle. Et il y avait une photo qui est très explicite. En fait, il y a une partie des World Trade Center, ça c'est les tours jumelles, mais il y avait aussi les World Trade Center 2, 3, 4, 5, qui sont là, hein, les One World Financial Center, etc. Et en fait, c'est comme les Dalton, de loin, sous un certain angle, on voit qu'il y a le plus petit. Ensuite, il y a celui-ci, qui représente d'ailleurs une sorte de pyramide inachevée, c'est très maçonnique. Ensuite, ici, on a un dôme, et celui-ci est plus haut. Et pour finir par le temple achevé, qui sont les 2 tours du World Trade Center. Et on a une signification, je l'avais expliqué, qui était très maçonnique. Puisque ça montre le développement de l'œuvre en plusieurs étapes du grand œuvre. Hein. C'est un peu ça, on fait partir du plus petit vers le plus grand, le plus haut. Hein. Et d'ailleurs, un gratte-ciel, ça touche le ciel. Hein. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je vais faire une petite pause dans l'enregistrement de la vidéo parce qu'il faut que j'aille dîner, mais ce soir, c'est marrant parce que sur la 5, je viens de voir qu'il y a Momie d'Égypte en quête d'immortalité. Et on parle exactement de renaissance, de choses égyptiennes, quête d'immortalité, de croix d'Ankh, etc. dans cette vidéo, donc je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, on est un peu dans la sérendipité, dans le hasard bien trouvé, puisque ce soir, il y a aussi 911 Lone Star, ce qui me fait penser déjà au 11 septembre, hein, 9/11, mais aussi au pilote en fait de la série, je crois que ça s'appelait Lone Gunman, et dans lequel on voit clairement, il y a clairement le mec qui dit mais vous allez pas laisser faire un attentat sur le World Trade Center sous prétexte que et on voit un avion en fait qui est en train de se diriger vers les tours. Et il datait de mars 2001, si je me trompe pas, l'épisode, donc quelques mois avant. Ouais, donc c'est marrant, hein. Ce soir, il y a des trucs on peut vraiment trouver des rapports. Enfin, ça c'est bon signe en général, ça veut dire qu'il faut continuer dans cette direction. Ici, c'est juste une façon de combiner totalement des mondes visibles et invisibles. Ici, on a le personnage joué par Keanu Reeves qui décide d'apporter un arbuste
alors je suis pas un spécialiste, et il le plante là où la construction est prévue pour que la fille qu'il connaît sur une dimension parallèle en profite dans 2 ans, parce qu'elle aime bien les arbres. Bref, symboliquement, ça pourrait représenter l'acacia que des compagnons maçons auraient planté après le meurtre d'Hiram Abif, qui était un des architectes du temple de Salomon. Donc ça aussi, c'est maçonnique. Il a quand même fait pousser cet érable au beau milieu de la maison. Endiguement. Endiguement. Et contrôle. Ça aussi, est-ce que ça aurait pas un double sens par rapport à la gestion de la population générale, endiguement et contrôle? Elle est magnifique. Attirante même. Mais... elle est incomplète. Elle lui ressemble. Alors, il dit que la maison est incomplète, un peu comme la construction du temple de Salomon. Elle lui ressemble, ça pourrait être une analogie par rapport à Dieu, au grand architecte, ou à l'homme. Elle est incomplète comme l'homme, qui est imparfait. Alors là, en fait, les deux personnages, on est à un moment où ils se rencontrent, il y a une attirance. Et en fait, Keanu Reeves, il vient à cette soirée-là, il sait très bien qui elle est, puisque lui, il vit en 2004, 2 ans dans le passé, et il a eu le temps de développer cette idylle épistolaire avec elle, mais elle, en fait, c'est la première fois qu'elle le rencontre, mis à part l'accident du début. Et donc, ça m'a fait me poser une question. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, entre guillemets, quand vous êtes attiré, comment expliquer l'attirance, déjà? Comment expliquer une attirance? Est-ce que ça pourrait vouloir dire que vous connaissiez déjà la personne? Vous l'avez connue dans ce qu'on appelle une autre vie? Et si en fait le début, ça correspondait à la fin? C'est-à-dire que, si vous regardez le film, là, vous vous rendez compte que à la toute fin, on s'aperçoit dans sa dimension à elle que Keanu Reeves est mort, hein, puisque c'est l'accident qu'on voit au début, mais en fait elle change le cours des événements juste avant... Ouais, non, c'est là où c'est pas trop logique dans le film, mais c'est pas grave. Elle change le cours des événements, et en fait, ça change. Il a eu un accident. Le futur, 2 ans après, ça change la dimension parallèle. Et finalement, la fin du film, où en fait leur histoire s'est développée, ça correspond, on revient au début, comme une boucle. Et réussit en fait à le garder en vie dans cette autre dimension. C'était vous sur la Deli Plaza ce jour-là. C'était vous. Je vous en supplie, n'y allez pas. Attendez. Je vous en supplie. Ne me cherchez pas. N'essayez pas de me trouver. Attendez-moi. Attendez avec moi. Attendez. Attendez. Attendez 2 ans, Alex. Venez à la maison du lac. J'y suis. Mais au niveau de l'accident, eh bien, la fin correspond au début du film, où finalement, c'est la première fois qu'elle le rencontre. Mais ce n'était pas la première fois. C'est comme une boucle temporelle. Le début, c'est aussi la fin, et vice-versa. Je sais pas si je suis clair. Donc là, elle lui envoie un courrier au dernier moment, enfin 2 ans avant, et elle lui dit surtout ne traversez pas la rue, attendez-moi. Et c'est pour ça que dans l'autre vie, dans la dimension parallèle, il ne va pas mourir. Je t'ai rencontré et maintenant je vois, c'est comme ça que ça doit être. Ça n'est jamais arrivé avant. Cette chanson de Paul McCartney est très intéressante dans le film. Parce que là aussi, de façon analogique, qu'est-ce que ça pourrait signifier? On parle de lumière dans le film. Est-ce que c'est la lumière du porteur de lumière de Lucifer? Et dans ce cas-là, analogiquement, la chanson de McCartney, ça voudrait dire « Depuis que je t'ai rencontré, donc Lucifer ou un de ses agents, maintenant je vois. » Donc maintenant je vois la lumière, enfin une certaine lumière. D'un coup, je l'ai senti.
J'étais aveugle. J'ai retrouvé la vue. Et il dit par ailleurs, ça n'est jamais arrivé. Et alors c'est ironique, et ça colle bien au film, puisque l'accident du personnage joué par Keanu Reeves, finalement il n'arrive pas, puisque la femme a réussi à modifier le futur quelque part. Alors ici ce moment est très intéressant, parce que ça correspond exactement à certains passages de Paris n'existe pas. On voit, si vous remarquez, les gens fade in, fade out, rentrer dans le champ puis disparaître. D'ailleurs on a bien une césure au milieu de l'image, on a l'arbre, qui divise la partie de droite et de gauche. Le ciel n'est pas le même, on n'est probablement pas à la même saison. D'ailleurs, ça pourrait aussi correspondre au côté féminin et au côté masculin, un petit peu comme dans le tableau de la Joconde, qui, si vous regardez bien, est divisé en 2 parties. Et en fait, ils réussissent à se parler à 2 ans de différence. Bref. Mais ça correspond à ce moment dans Paris n'existe pas, où il dit « Et si on était trompé par nos sens ?» Dans le temps comme dans l'espace, il y a des illusions d'optique. C'est très net. Paris, c'est un décor qui change. Il n'arrête pas de se transformer, alors que nous sommes éternels. Tu parles comme un vieux de choses qui ne sont plus là, de choses mortes. Absolument faux. Rien de tout ça n'est mort. C'est une réalité qui s'ajoute à la nôtre. Elles coexistent toutes les deux. Il dit aussi, les choses se superposent dans le temps, elles ne disparaissent pas. C'est simplement ce qui est porté à notre vue qui semble changer. C'est soit nos yeux physiques qui nous jouent un tour, soit une illusion d'optique dans le fond. Et voilà, je vous remontre ici, petit clin d'œil à Frater, une boutique qui est appelée l'Énigme 23, 23 Enigma, sur lequel il y a ce message biblique, hein, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça colle bien à tout ce qu'on a expliqué dans le film. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce film a beaucoup de références maçonniques, alchimiques, par rapport à tout ce que j'ai lu dans les ouvrages que j'ai étudiés ces dernières années. Il y a une dernière petite chose que je voulais vous dire. Hier soir, je vous avais dit, par rapport au programme TV, qu'il y avait certains hasards, entre guillemets, bien tombés. Quand je suis descendu pour dîner, la télé était allumée, et il y avait ce programme-là qui était sur la 5, sur l'Égypte antique, les momies et l'immortalité. Et pile quand je suis descendu, ça dit une des choses dont j'ai parlé dans la vidéo, qui correspond au film. La femme dans le documentaire disait les Égyptiens croyaient dans le monde visible et invisible. Et plus loin dans le documentaire, je vais essayer de vous mettre l'extrait, il parle aussi de ce que je vous expliquais dans la première partie de ma vidéo, sur la légende d'Isis et d'Osiris, c'est-à-dire réunir les membres d'Isis, donc réunir ce qui était part. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.